Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre exploration des dynamiques humaines. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complexe, souvent mal compris, qui se cache au cœur de nombreuses souffrances relationnelles, le narcissisme. Mais nous n'allons pas nous contenter de répéter les clichés. Au contraire, il est une chose que nous devons cesser de faire immédiatement. Nous devons arrêter de considérer le charme et le charisme comme les caractéristiques principales, voire obligatoires, du narcissisme. C'est une erreur de perception qui laisse des milliers de personnes dans la confusion et le doute. Les personnes engagées dans des relations avec des individus que les psychologues appellent narcissiques, vulnérables ou secrets sont souvent perdues. La personne toxique dans leur vie n'est ni charmante, ni charismatique, et parfois même n'a pas particulièrement de succès. Face à cette absence de brillance extérieure, elles se disent « cette méchanceté, cette souffrance que je vis ». Non, ça ne peut pas être du narcissisme. Ça ne correspond pas à l'image que j'en ai. Pourtant, les éléments fondamentaux sont bien là. Le manque quasi total d'empathie. L'égoïsme pathologique. Le sentiment que tout leur est dû. L'arrogance, parfois déguisée en fausse modestie. La colère disproportionnée. Mais comme la personne n'est pas ce séducteur flamboyant ou ce leader magnétique que l'on voit dans les films, le diagnostic est manqué. Alors, revenons aux bases. Qu'est-ce que le narcissisme, au fond? Il ne s'agit pas d'un simple trait de caractère, mais d'une véritable structure de la personnalité. Cela signifie que c'est un schéma de comportement constant et durable. Ce n'est pas la mauvaise humeur de quelqu'un un mardi après-midi parce qu'il vient de perdre son travail. C'est la manière dont cette personne fonctionne au quotidien. Oui, les personnes narcissiques peuvent moduler leur comportement. Elles peuvent être charmantes avec certaines personnes et tyranniques avec d'autres. Mais les schémas de fond ressurgissent inévitablement, surtout avec ceux qu'elles considèrent comme acquis, la famille, le conjoint, les employés. Là où d'autres styles de personnalité peuvent être flexibles, le narcissisme est rigide et inadapté. Peu importe vos efforts pour communiquer, pour expliquer, pour demander un changement, le mur reste le même. Cette structure repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Premièrement, une empathie faible ou variable. Surtout l'empathie émotionnelle, cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Elle est presque inexistante. Deuxièmement, le sentiment que tout leur est dû, accompagné d'un sentiment de grandeur, de supériorité. Ils se croient spéciaux. Troisièmement, un égoïsme pathologique. Leurs besoins, leurs désirs et leurs opinions priment sur tout et tout le monde. Et enfin, soit un besoin excessif d'admiration et de validation de la part des autres, soit la conviction arrogante qu'ils méritent cette admiration et qu'ils sont outrés de ne pas la recevoir. Cette frustration mène à la rage, à l'envie et à un sentiment de persécution. Tout cela se traduit par un arsenal de comportements destructeurs. La manipulation, la domination, la trahison, la rage, l'agressivité passive et une tendance à se poser en victime dès qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. L'invalidation de vos sentiments, les promesses en l'air. Tout y passe. Maintenant, regardez bien cette liste. Nulle part ne figurent les mots « charme » et « charisme ». Ces qualités peuvent être présentes, bien sûr. Elles font souvent partie du tableau initial, cette phase de « love bombing » ou bombardement d'amour qui vous a séduit et qui rend tout si confus. Mais ce ne sont pas des critères de diagnostic. Le manque d'empathie, le sentiment de supériorité, l'arrogance. Voilà les vrais critères. Sans eux, il ne s'agit pas de narcissisme. Mais le charme et le charisme ne sont que des options, des accessoires. Certes, lorsque le charme et le charisme sont présents, ils rendent le lien traumatique encore plus fort. Il est difficile de quitter une personne qui semble si attirante aux yeux du monde, qui a tant de succès social. Cela peut vous faire douter de votre propre jugement. C'est exaspérant de les voir charmer tout le monde, sans tirer à bon compte, pendant que derrière les portes closes, vous subissez leur mépris. Vous recevez moins de soutien, et c'est souvent vous qui passez pour le problème. Mais que se passe-t-il quand le charme et le charisme sont absents? C'est là que nous entrons dans le territoire du narcissisme vulnérable, malin ou moralisateur. Et c'est là que la confusion est la plus grande. Le narcissisme vulnérable est le plus difficile à identifier. C'est un narcissisme qui se présente sous les traits de la victime. C'est une personne maussade, renfrognée,
passive-agressive, qui se plaint constamment. Elle est souvent socialement maladroite, pleine de griefs, et semble incapable de s'entendre avec les autres. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à décoller dans la vie. Elles ne sont ni charmantes, ni charismatiques. Elles peuvent perdre leurs emplois car elles n'ont pas la souplesse sociale ou l'intelligence politique pour naviguer dans un environnement professionnel. Face à la frustration, elles réagissent soit par un silence de mort, soit par des crises de rage explosives qu'elles ne cherchent même pas toujours à cacher. L'apparence sociale lisse et brillante du narcissique grandiose est totalement absente ici. Le pire, c'est que vous pourriez même ressentir de la pitié pour elle. Vous avez l'impression que la vie s'acharne vraiment sur cette personne. Et c'est là que le lien traumatique est le plus pernicieux, car il est fondé sur la pitié et la culpabilité que vous ressentez. Vous ne réalisez même pas que vous avez affaire au narcissisme. Vous pensez simplement que vous quittez une relation difficile avec quelqu'un qui souffre, plutôt que de vous désengager d'une personne qui vous manque de respect et vous traite mal. Ces personnes peuvent paraître tristes, anxieuses, bloquées. Elles ne sont pas l'âme des soirées. Et tout le reste, le manque d'empathie, la conviction que leur vie devrait être plus facile que celle des autres, le sentiment que le monde entier est contre eux, est souvent interprété à tort comme de la tristesse, de la bizarrerie ou un caractère difficile. On les trouve pathétiques plutôt que narcissiques. Ajoutons à cela la confusion autour du terme « secret » ou « covert » en anglais. Certains l'utilisent pour décrire le narcissique qui est méchant en privé mais charmant en public. D'autres l'utilisent comme un synonyme de « vulnérable ». Les chercheurs, eux, l'utilisent pour décrire ce qui se passe à l'intérieur du narcissique, ses pensées, ses sentiments cachés. Vous voyez à quel point c'est confus. Pour plus de clarté, retenons ceci, le stéréotype du narcissique séducteur, superficiel, obsédé par les selfies, n'est qu'une facette du problème. Les personnes en relation avec ce type de narcissique, classique, ont aujourd'hui plus de chances de comprendre ce qui leur arrive et d'entamer un travail de guérison. Mais quand on croit que le charme est une condition sine qua non, on passe à côté de tous les autres. On ne reconnaît pas les schémas de manipulation et la confusion qui sont pourtant bien réels dans ces relations avec des narcissiques vulnérables. Fait intéressant. Chez le narcissique vulnérable, le charme et le charisme sont parfois remplacés par une autre qualité, comme une grande intelligence. Si la personne est exceptionnellement brillante dans un domaine, son intelligence devient l'excuse pour son comportement odieux. On entendra des phrases comme « Oui, je sais qu'il n'est pas facile à vivre, il dit ce qu'il pense. Mais c'est un génie de la finance. » Et n'oublions pas les autres types. Le narcissique malin, par exemple. Il n'est pas toujours charmant non plus. Il est souvent intimidant, contrôlant, voire effrayant dès le début. On peut excuser son comportement en le voyant comme un style directif, une personne qui prend les choses en main. Enfin, il y a le narcissique moralisateur. Lui non plus n'est pas charmant. Mais il peut être très responsable, travailleur, religieux, organisé. Des qualités que nous percevons comme des vertus. Cela nous fait manquer le fait qu'il est aussi extrêmement jugeant, critique, rigide, et qu'il se sent moralement supérieur à tout le monde. Face à ces critiques, nous pensons que c'est nous le problème, parce que nous sommes un peu désordonnés, ou que nous mangeons des bonbons au lit. Le narcissisme est donc nuancé, complexe et sournois. Imaginez une boîte de chocolat toxique. De l'extérieur, ils se ressemblent tous. Mais le goût, l'expérience, dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Pendant qu'une personne croque dans un bonbon au goût de charme, de charisme, de trahison et de grandiloquence, vous êtes peut-être en train de goûter à un caramel amer, rempli de colère, de ressentiment, d'anxiété sociale et de supériorité intellectuelle. Ne vous perdez pas dans des idées comme « il n'est pas charmant, donc ce n'est pas ça », ou « il se met en colère devant les autres, donc ça ne peut pas être du narcissisme ». Le narcissisme, c'est le schéma de fond, qu'il soit public ou privé, enrobé de charme ou non. Et pourquoi est-ce si important de comprendre cela? Parce que cette compréhension peut vous libérer. Elle peut briser les cycles d'auto-accusation, de doute et de confusion. Elle vous aide à accepter la réalité de manière radicale, à maintenir des attentes réalistes, à vous désengager, et finalement, à guérir. Si ces informations vous éclairent, n'hésitez pas à partager ce contenu. Vous pourriez, sans le savoir, offrir une clé de compréhension à quelqu'un qui en a désespérément besoin,
l'aidant à mettre un nom sur une souffrance invisible. Reconnaître la véritable nature du narcissisme, dans toute sa diversité, est le premier pas pour reprendre le contrôle de votre récit et commencer à reconstruire votre vie sur des bases saines.